Quand j'ai choisi d'être chef d'orchestre, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, physiquement, j'aimais beaucoup malaxer le son avec mes bras. Et ça, c'est vraiment une révélation que j'ai faite assez jeune. J'aime aussi beaucoup étudier le contexte historique, politique, les enjeux de l'œuvre. Donc ça, c'est typiquement le rôle d'un chef d'orchestre qui doit avoir un peu de hauteur de vue sur une œuvre. J'aime bien aussi le risque que ça comporte de devoir jouer ensemble, chanter ensemble, défendre une œuvre ensemble. Voilà, j'aime bien être un peu chef de bande, moi. Je suis premièrement une chanteuse d'opéra. Je suis française de nationalité, mais j'ai grandi en Autriche. Je travaille un peu partout dans le monde, mais pas encore en France. Ce soir, je suis Carmen et j'ai rêvé de chanter ce rôle depuis toute petite. Je suis pour un opéra plus accessible. J'aimerais que tout le monde vienne à l'opéra et découvre cet art que j'aime tellement. Cette semaine, le Paris des Arts vous donne rendez-vous à Vienne, capitale impériale. On vous fera découvrir ces lieux incontournables, mais aussi la voix de celles et ceux qui la font vibrer, comme Katia Ledoux, qui incarne un nouveau visage de Carmen. Mais tout de suite, allons à la rencontre de Laurence Equilbé, chef d'orchestre visionnaire à la tête de l'Insula Orchestra. Elle se produit pour la première fois au prestigieux Musikverein. J'adore, Laurence, ce rendez-vous au Café Central. C'est une institution. Est-ce que vous avez de nombreux souvenirs ici? Il paraît que c'est l'un des cafés les plus connus au monde. J'ai beaucoup de souvenirs parce que c'est un des premiers cafés viennois que j'ai connus. Et quand je suis arrivée là, j'étais vraiment fascinée, à la fois par l'ambiance et puis évidemment les gâteaux. Puis maintenant, le café viennois a été classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, c'est vraiment une institution. Oui, c'est vrai, ce qu'ils appellent, eux, le Gemütlichkeit, c'est-à-dire l'agréabilité. Et toujours pour le client soit vraiment dans une ambiance très, très agréable, positive. Et ça, il y a des journaux partout. Enfin, on peut rester des heures au café viennois. Et alors vous avez passé 2 années fondatrices ici, Ouais. dans votre jeunesse. Qu'est-ce qui Ça vous plaît tant symbolise, ici? l'intérêt pour la musique classique du peuple. Ouais. Et ça, il y a ça aussi en France, mais de façon beaucoup moins profonde. La musique est partout et il respecte beaucoup le patrimoine musical. Donc ça, c'est très agréable pour un musicien. Bon, alors à Vienne, vous avez fait une rencontre qui a été déterminante dans votre carrière. Vous pouvez nous en parler? Oui, j'ai rencontré Nicolas Sarnoncourt, qui était un des pionniers de l'interprétation sur instrument d'époque, qui m'a donné le virus. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai créé Insula Orchestra, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre orchestre, et donc je l'ai créé avec des instruments d'époque. Laurence, vous êtes ici à Vienne pour diriger dans cette salle mythique où tant de chefs d'orchestre ont laissé leur empreinte cette œuvre de Schumann, Le Paradis et la Pairie. J'imagine que c'est une émotion particulière. Cette histoire avec cette œuvre de Schumann, avec Insula Orchestra, Accentus, des solistes, enfin, c'est une grosse œuvre. Après, même il y a quelques mois, je me disais, mais je suis folle de faire ça d'abord comme carte d'entrée, parce que c'est une œuvre qui est très peu jouée et qui est difficile. Mais finalement, aujourd'hui, je suis assez excitée. Ouais. Bon, on Puis, va rentrer par la voilà. grande porte, hein. Enfin, surtout vous. Allez, on y va. C'était une évidence pour vous, cette œuvre? Ici? En fait, oui, parce que je trouve que c'est une œuvre très germanique quand même. C'est une œuvre internationale puisque c'est un conte perse, donc ça rassemble les communautés, ça rassemble les sensibilités. Et c'est vrai, quand on a pensé un projet ici pour Musikverein, on s'est dit il faut y aller avec toutes les forces, chœur, orchestre, soliste. Et on s'est dit c'est vraiment l'œuvre qu'il faut présenter ici.
Je n'ai pas eu l'occasion d'observer 12 000 chefs d'orchestre, mais j'ai quand même remarqué que vous aviez un style assez épuré. Comment est-ce que vous l'avez construit? La relation entre le corps et le son. En fait, moi, j'ai eu plusieurs maîtres donc, de direction, et notamment un qui est un grand maître qui est Yorma Banoula, qui a une technique très épurée. Et à chaque fois, on se voyait à la télévision, il nous critiquait comme ça, tu vois là, c'est beaucoup trop, pas nécessaire, pas nécessaire. Et en même temps, pour certains moments, vous avez quand même besoin d'avoir des gestes plus ardents. Donc en fait, c'est un peu la combinatoire que vous réussissez à faire qui fait qu'après, vous avez votre style. Vous avez fondé 2 ensembles, Accentus et Insula Orchestra, avec une vision très précise de l'excellence et de la transmission. Vous mêlez musique classique et technologie immersive. C'est quand même un sacré pari, cette insertion du numérique dans le monde du classique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà d'être toujours dans les nouvelles écritures, parce que je pense que l'innovation porte beaucoup d'inspiration. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, Beethoven Wars, vous faites allusion à ce projet que j'ai monté avec Antonin Baudry, le réalisateur, des œuvres de Beethoven transposées dans le manga et dans l'espace, dans le futur. Mais donc il y a eu un spectacle immersif, mais il y a aussi des formats en réalité virtuelle. Moi, ce que j'adore dans votre parcours, c'est qu'en effet, vous réparez certains oublis de l'histoire en programmant des compositrices oubliées ou en tout cas pas suffisamment mises en valeur, mais très talentueuses. Quelles sont celles qui vous ont le plus marqué? Alors récemment, dans les œuvres rares, on a vraiment réinterprété toute l'œuvre symphonique de Louise Farinck, qui est une compositrice française du 19e siècle et qui a réussi à composer pour l'orchestre, qui était interdit, enfin elle ne pouvait pas apprendre la composition au conservatoire, notamment grâce à son mari qui était flûtiste, qui l'a beaucoup soutenu. Et on va faire la même chose avec Emilie Mayer, qui est une compositrice allemande, aussi du 19e siècle. En tant que femme, chef d'orchestre, vous avez dû vous battre pour vous imposer dans un milieu qui reste essentiellement masculin. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses évoluent dans le bon sens? Alors, les choses évoluent dans le bon sens, oui, certainement. Après, c'est pas vraiment linéaire. Enfin, on sent que c'est pas un mouvement de fond qui va être naturel. Et donc, c'est toujours pas évident d'être femme à des niveaux de responsabilité importants dans la musique. Et ça s'est traduit comment? Elles ont moins les chances, à niveau égal, les chances de grandir. Ouais. Voilà. Alors, je vais vous poser une question qui est d'une naïveté sans doute effarante pour vous, mais je pense que beaucoup de gens, encore aujourd'hui, se demandent quel est le rôle exact du chef d'orchestre. Déjà inspirer quand même le groupe, parce qu'on a beaucoup répété, il faut quand même les restimuler, même si eux-mêmes sont très musiciens. Il faut vraiment rassembler cette énergie, donner l'envie, donner les départs, parce que les musiciens, ils n'ont qu'une ligne, vous avez tout, eux, ils n'ont qu'une ligne. Donc ils doivent compter les mesures, parce que parfois, ils ne jouent pas. Et donc, si vous êtes sympa, vous leur faites signe quand c'est à eux. Voilà, par exemple. On part à présent à la rencontre d'une mezzo-soprano qui secoue les scènes européennes par sa voix puissante, ses choix audacieux et son engagement pour un opéra plus ouvert. Katia Ledoux a quitté la France, direction Vienne, à l'âge de 5 ans. Enfant déjà, elle chantait Carmen devant sa télé. Aujourd'hui, elle l'incarne sur la scène du Volksoper, l'opéra du peuple, avec une intensité bouleversante, en s'affranchissant des codes et des clichés. Katia, dans quelques heures, on vous entendra chanter « L'amour est un oiseau rebelle ». Interpréter Carmen, c'est le rêve de votre vie. Carmen, c'est l'incarnation de la liberté, de l'insoumission faite femme. En cela, elle vous ressemble. Hein? Oh, merci, c'est un très beau compliment. Je trouve que Carmen, c'est surtout l'amour. C'est pas justement l'amour est un oiseau rebelle. C'est un peu... j'ai l'impression que cette ère, c'est un peu Lady Gaga, Born This Way, mais de 1875. Je trouve que elle est super punk, Carmen, en fait. Elle se bat contre les bavures policières, elle se bat contre le racisme, elle en parle beaucoup, qu'elle a l'impression que le monde la voit différemment parce qu'elle a une couleur de peau un peu différente. Elle se bat justement pour l'amour libre. Moi, je trouve que c'est un peu la queer punk icon du 19e siècle.
Votre Carmen, à vous, elle s'affranchit d'un certain nombre de choses, d'une sensualité docile notamment, d'une mise en scène esthétisante de la mort, de la fin tragique. Qu'est-ce que vous avez voulu déconstruire et surtout construire avec cette interprétation qui est si singulière? La mise en scène a été faite par Lotte de Beer, qui est la chef de la Volksbühne, donc de l'Opéra du Peuple ici. Et en fait, ensemble, on a beaucoup discuté du caractère et surtout des problématiques qu'il peut y avoir avec Carmen. Je trouve que surtout, un des grands problèmes qu'il peut y avoir avec Carmen, c'est surtout dans les traductions. Le mot bohémienne est traduit soit par gypsy, soit par zigeunerin, qui sont tous les deux des mots qui ont une histoire lourde. Et en fait, dans l'opéra, à l'original, ces mots n'existent pas. Bizet utilise le mot bohémienne, qui quand même donne une couleur, mais c'est pas cette problématique politique. Carmen, cette femme fatale qui est un peu comme ça, qui la rend un peu faible en fait. Votre parcours, Katia, il est atypique. Il est marqué par des refus, par une certaine exclusion. Il a fallu vous battre pour être tout en haut de l'affiche? Malheureusement, oui. Pendant très longtemps, en fait, ce qu'on me disait, c'est que Carmen, je pourrais, mais il faut que je perde au moins 20 à 30 kilos. Et ce qui est bizarre, c'est que pendant vraiment longtemps, pour moi, c'était ah oui, enfin surtout à l'université, je me dis bon bah ok, oui, il faut que je perde du poids. Mais j'avais jamais compris pourquoi les gens disent ça. Et un jour, j'étais en train de discuter justement avec un directeur de casting qui me disait oui, mais bon, tu sais, si tu veux faire les rôles genre Dalila, Carmen, tu sais, il faut que tu perdes du poids. Et d'un coup, j'ai compris qu'en fait, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, le public pourrait pas s'imaginer que quelqu'un me trouve sexy. Et là, mais du coup, ça m'a complètement décomplexée parce que c'est tellement faux. Bon, c'est vrai que j'ai un public très spécial, plutôt dans la communauté queer, plutôt dans la communauté lesbienne, où peut-être l'idéal de beauté est un peu différente du super mannequin, mais bon, je suis comme ça. Et du coup, apparemment, ça change le monde. Vive les pains au chocolat. C'est l'heure de notre coup de cœur. On va s'intéresser aux incontournables de Vienne. De ses palais baroques à ses musées avant-gardistes, en passant par les cafés historiques et les salles de concert mondialement connues, la ville séduit autant les mélomanes que les passionnés d'histoire ou d'architecture. Bonjour Gilles. Oh, bonjour Valérie. Ravi. Même moi aussi, c'est mon plaisir. Donc la visite de la ville en calèche, c'est une tradition, oui. Je crois. Oui, mais absolument. C'est un petit peu comme les gondoles à Venise. Pour ceux qui veulent faire une petite balade romantique dans le centre-ville, eh bien, c'est le moyen idéal. Bon, on y va. Voilà, très bien. Ja, fantastisch. Dankeschön. Quels sont les sites qu'il faut absolument visiter quand on vient pour la toute première fois à Vienne? Alors, bien évidemment, le centre historique avec sa zone piétonne extrêmement agréable, la cathédrale qui est vraiment le cœur absolu du centre historique. Ensuite, la résidence impériale, bien évidemment Schönbrunn, mais également des musées tels que le musée d'histoire de l'art, le KHM, le musée du Belvédère supérieur, eh bien, abrite entre autres une très belle collection de Klimt et de ses contemporains. Vous dites évidemment Schönbrunn, mais qu'est-ce que c'est Schönbrunn? Alors, Schönbrunn est l'ancienne résidence d'été des Habsbourg. Très beau jardin, très belle fontaine. Et ce qui caractérise Schönbrunn, à la différence de Versailles, c'est que les intérieurs reflètent le goût personnel de Marie-Thérèse, indépendamment de la provenance des artistes ou des objets. Et qu'est-ce que c'est ce dôme magnifique? Voilà, alors ça,
On a l'impression d'être à la place Navone à Rome. Et en fait, là, non, nous sommes à Vienne avec l'église Saint-Pierre. Très belle église de style baroque, dont l'un des architectes était le célèbre Lucas von Hildebrandt. Donc là, on voit quand même l'influence du baroque romain. Merci beaucoup, Gilles. On va continuer cette visite sans toi et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures du Paris des Arts à Paris cette fois.